Ce cours vous propose de faire le point sur tous les acteurs et les mécanismes de la réponse immune que nous avons vus, en abordant maintenant leur rôle dans les interactions entre les hôtes et les micro-organismes et parasites, et puis de finir avec un aperçu des troubles de l'immunité. Donc la réponse immune contribue à la fois à prévenir et à contrôler l'infection et à réduire la gravité. Pour chaque situation, il y aura des mécanismes effecteurs qui seront protecteurs, mais d'autres qui ne seront pas aussi efficaces. C'est donc le polymorphisme individuel et les systèmes de régulation de l'immunité vers l'un ou l'autre type de mécanisme qui feront évoluer l'infection, soit vers une aggravation, soit vers la chronicité, soit vers la guérison complète, ou vers un portage asymptomatique. Nous verrons dans ce cours que certains facteurs peuvent altérer l'efficacité de la réponse, en particulier des mécanismes d'échappement propres à chaque agent infectieux et parasite. Nous ne sommes en plus pas tous égaux puisqu'il existe un énorme polymorphisme individuel. Enfin, il ne faut pas négliger l'importance de la mémoire immune, aussi bien individuellement pour empêcher la réinfection qu'au niveau d'une population qui va acquérir une résistance collective progressive. Tous ces mécanismes humains pourront être utilisés pour le traitement, pour le diagnostic et pour la prévention grâce à la vaccination. Dans ce premier tableau, voici un récapitulatif des mécanismes antibactériens. Donc, les premières lignes du tableau correspondent à l'immunité innée, les suivantes aux mécanismes dépendants des anticorps et les dernières aux mécanismes de l'immunité cellulaire. Dans la première colonne, cela décrit les cibles contre lesquelles ces mécanismes sont efficaces. Par exemple, la neutralisation est très utile dans le cas des toxines bactériennes. Et dans la deuxième colonne, les cibles contre lesquelles ces mécanismes sont plutôt inefficaces. Par exemple, les anticorps ne peuvent pas agir lorsque les bactéries sont à l'intérieur des cellules, et les lymphocytes ne sont pas cytotoxiques contre les bactéries extracellulaires, mais seulement contre les cellules infectées. De même, voici un tableau récapitulant les principaux mécanismes effecteurs antiviraux. Donc, comme pour les bactéries, il est important de comprendre le premier rôle joué par les barrières innées dans le ralentissement de l'invasion, mais réaliser que ces barrières innées s'accompagnent souvent de symptômes importants. En revanche, la réponse spécifique agira contre les cellules infectées et contre les virus libres, en causant normalement moins de dommages au tissu sain. Donc, l'équilibre en fait entre les dommages cellulaires dus au virus eux-mêmes et les dommages dus à la cytotoxicité lymphocytaire dépendent bien sûr d'abord de la plus ou moins grande pathogénicité du virus, mais aussi des capacités de régénération du tissu atteint. Enfin, voici un troisième tableau correspondant aux mécanismes effecteurs antiparasites. Attention, je n'ai pas présenté les protozoaires car ils sont tellement divers qu'ils ne tiendraient pas dans un seul tableau, mais seulement les principaux mécanismes contre les parasites métazoaires, par exemple les vers ou les acariens. On peut voir ici que les anticorps jouent un rôle prédominant et en particulier les IgE. Et c'est de ce fait, cela s'accompagnera souvent d'une inflammation élevée. À noter que lorsque ces parasites sont externes, ce qui peut être le cas sur la peau mais aussi dans la lumière intestinale, la réponse systémique est souvent très inférieure à la réponse locale. Face à tous ces mécanismes effecteurs, de nombreux microbes et parasites ont développé des mécanismes d'échappement. C'est souvent le cas des espèces pathogènes par rapport aux espèces opportunistes, et même au sein d'une espèce, il y aura des souches plus pathogènes que d'autres. Donc, la pathogénicité des microbes et des parasites dépend à la fois de leurs facteurs de virulence, par exemple des facteurs d'adhésion aux épithéliums, comme les fimbriers, mais aussi dépend des capacités d'échappement. Ces mécanismes rendront la réponse immune moins efficace, voire même vont provoquer plus de dommages que d'effets bénéfiques.
Donc ce tableau va vous montrer des exemples de cette escalade quasi militaire avec un des mécanismes qui réduisent la reconnaissance spécifique, par exemple en exposant des antigènes qui sont mal reconnus, soit parce qu'ils ne sont pas très immunogènes, soit parce qu'ils varient très souvent. Les parasites qui vivent dans le sang libèrent, eux, de grandes quantités d'antigènes solubles autour d'eux, ce qui fait comme un brouillard, ce qui fait que les anticorps sont détournés de la vraie cible. Ensuite, on a des mécanismes qui amènent les microbes et les parasites dans une zone peu accessible à la réponse immune, par exemple dans le cerveau. Alors il s'agit souvent d'une semi-victoire, parce que le microbe n'y est pas forcément dans un terrain très propice à son développement. Et on aura alors une infection persistante qui risque de se réactiver si le microbe envahit à nouveau l'organisme en cas d'immunodépression. Ensuite, on a des mécanismes de résistance pied à pied, contre chacun des mécanismes effecteurs. Il y a par exemple de nombreux mécanismes que les bactéries ont développés pour éviter la phagocytose, y compris carrément de sortir de la vacuole de phagocytose. De nombreux agents virulents produisent des toxines contre les lymphocytes ou les granulocytes. Attention, dans ce cas, qu'il y a un risque d'immunodépression associé à l'infection et qui rendra l'individu sensible à des infections secondaires par d'autres agents. Enfin, on a des mécanismes qui désorganisent la réponse immune et qui provoquent soit une immunodépression, soit une inflammation. C'est le cas des superantigènes et bien sûr des endotoxines. Et enfin, il y a bien d'autres mécanismes originaux et nombreux. On peut citer pour finir que de nombreux agents infectieux et parasites profitent des capacités anti-immunes de leurs vecteurs. Par exemple, l'effet anti-inflammatoire de la salive des tiques aide à propager les infections dont elles sont porteuses. Donc l'affrontement entre les mécanismes humains effecteurs d'une part et les mécanismes d'échappement d'autre part explique qu'on observe souvent un équilibre entre l'hôte et le microbe ou le parasite. Alors on a déjà vu que les symptômes des infections et des parasitoses peuvent avoir une double origine. C'est le cas de la fièvre, de l'inflammation et de l'activité cytotoxique contre les propres cellules de l'individu. Alors il peut se produire un équilibre lorsque les agents infectieux ou les parasites sont résistants en partie aux mécanismes effecteurs, ce qui peut les amener à une virulence réduite. Et cela aboutira à la chronicité, voire même au portage asymptomatique chez des individus humains. Attention, cet équilibre peut être remis en cause, par exemple une gestation est une modification physiologique mais qui va bousculer les équilibres immunitaires, ou si un autre facteur vient altérer l'immunité, par exemple l'âge ou une seconde infection. Alors cet équilibre peut varier selon les espèces et donc expliquer que certaines espèces sont plus sensibles que d'autres à un même agent infectieux. Par exemple, une même souche de leptospire peut rendre malade une gerbille alors que le rat est résistant. On s'aperçoit en fait que les récepteurs TLR4 des gerbilles reconnaissent beaucoup moins bien cette souche de leptospire que ceux des rats. À noter enfin que la plupart des infections et des parasitoses induisent une mémoire immune. Donc l'équilibre ne sera pas le même chez un individu naïf, sensible, et chez un individu qui a longuement été exposé et est devenu humain. Mais malgré ce principe général, dans certains cas, cette mémoire est faible ou absente. C'est souvent le cas lorsque l'immunité est restée purement locale, dans la peau ou les muqueuses, et qu'elle ne s'est pas étendue au territoire systémique, qu'il n'y a pas pu y avoir donc stockage de lymphocytes mémoire au niveau des organes lymphoïdes comme la moelle osseuse. C'est aussi le cas d'un équilibre instable entre plusieurs stades parasitaires, ce qu'on appelle l'immunité concomitante. Donc la présence de parasites adultes procure une immunité contre la surinfection par des larves, et donc on aura un nombre de parasites au final stable. En revanche,
Si on utilise un traitement antiparasitaire qui tue les adultes, eh bien l'individu redeviendra sensible à l'infestation. Donc, au-delà des notions générales qu'on a vues ici, il sera très utile d'analyser pour chaque agent infectieux quelles sont ses caractéristiques propres, afin de mieux comprendre, adapter à chaque situation, et puis même proposer d'identifier les antigènes qui induisent les meilleurs effets protecteurs pour, par exemple, concevoir un vaccin. Dans cette deuxième partie du cours, sur cette diapo, une introduction aux 4 grands troubles, 4 grandes catégories de troubles de l'immunité. Alors on a les complications immunologiques des infections qui découlent de ce qu'on vient de voir, par exemple des inflammations excessives. On a les hypersensibilités qui sont des réactions spécifiques excessives comme l'allergie. Alors elles sont de plusieurs types selon qu'elles sont basées sur une production excessive d'IgE, de complexes immuns ou de lymphocytes T hyperréactifs. On a les maladies auto-immunes qui résultent d'une rupture de la tolérance physiologique aux soins. Et enfin, les déficits de l'immunité, qu'ils soient d'origine génétique, qu'ils soient secondaires à une infection ou toute autre cause. Alors tous ces troubles de l'immunité peuvent être bénins ou sévères selon leur étendue et selon qu'ils sont réversibles ou pas. Certains sont très invalidants car ils peuvent provoquer de la douleur, de l'inflammation, entraîner des pertes de fonction ou rendre plus sensibles aux infections. Certains, enfin, ont une physiologie encore méconnue, ce qui complique le traitement et la prévention. On a maintenant un grand arsenal thérapeutique chez l'homme et malheureusement un peu moins en médecine vétérinaire, car il faut souvent un lourd suivi clinique et l'utilisation de molécules qui sont innovantes mais pas toujours faciles à utiliser et très coûteuses. Donc cette diapositive est juste là pour vous indiquer qu'il y a des effets bénéfiques à l'immunité mais aussi des troubles graves comme les maladies auto-immunes, qui vous seront traités en fait bien plus en détail dans les années suivantes du cursus. Je ne développe pas sur cette vidéo. Donc au bilan, les méthodes d'analyse de la réponse immune sont nombreuses et vont vous servir aussi bien pour identifier les mécanismes normaux de la réponse immune que pour faire le diagnostic de troubles de l'immunité chez l'homme comme chez les animaux domestiques. Il faut cependant être conscient de leurs limites. La première est qu'il est beaucoup plus facile d'analyser les anticorps à partir du sérum que de travailler avec la cellule. Et la seconde est que l'étude du sang n'aborde que la partie émergée de l'iceberg de la réponse immune dans les tissus. Alors il est possible d'analyser in vitro l'immunité de façon globale, par exemple par une numération des leucocytes ou par un dosage d'immunoglobulines. Il est aussi possible in vitro d'évaluer l'immunité spécifique. En premier lieu, les tests nombreux, les techniques sérologiques nombreuses pour l'étude de la réponse anticorps, mais aussi certaines techniques qui permettent d'analyser la réponse lymphocytaire. On a vu le test TTL. Enfin, il y a quelques tests qui sont possibles in vivo. Vous verrez plus tard l'intradermoréaction. Alors, les méthodes génétiques apportent de nouvelles perspectives qui avant ne pouvaient être réalisées que dans les laboratoires de recherche, mais qui sont maintenant plus accessibles, par exemple pour mieux analyser l'histocompatibilité ou le degré de parenté histocompatibilité entre deux individus, ou des mesures d'expression de cytokines selon l'état de différenciation des cellules. Sur ce, il est temps de clore ce cours de première année dans lequel vous avez vu donc un panorama des acteurs et des mécanismes des systèmes immunitaires. Fin de ce cours et fin de ce module.